webinar Autobiz. Donc, c'est la deuxième édition depuis le début de l'année 2026. Première édition en français. Donc, on verra ensuite, on a choisi de décliner le webinaire que nous faisons sur l'Europe et de l'amener à un niveau de granularité un peu plus fin, un peu plus spécifique au marché français pour pouvoir adresser certaines questions de manière un peu plus détaillée. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Pajot, en charge de tous les sujets liés à la valeur résiduelle chez Autobiz et du consulting finance également. Et je suis accompagné aujourd'hui de Daniel. Je te laisse te présenter, Daniel. Bonjour à tous, Daniel Boyle, je fais partie de l'équipe de Jordan et je suis analyste VR sur les marchés France et Belgique. Très bien, donc nous allons pouvoir démarrer. On va déjà vous parler un tout petit peu de l'actualité liée à ce webinaire et également une grosse actualité Autobiz qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, le webinaire en fait dans son format européen, donc comme je l'évoquais juste avant, est maintenu. Il a eu lieu en début de semaine. Si vous voulez voir les chiffres Europe, avec des slides qui sont sensiblement les mêmes, vous avez la possibilité d'accéder au replay. On a également décliné ce même exercice sur l'Italie avec notre country manager italien. Et nous allons prochainement avoir la même chose sur l'Espagne et le Portugal avec un recrutement en cours sur la partie valeur résiduelle. Donc n'hésitez pas, si besoin, à en parler à vos collègues qui sont sur d'autres marchés. Ça nous ferait plaisir d'avoir leur participation. Dernier point qu'on voulait évoquer en entrée, qui est vraiment un élément majeur pour Autobiz, c'est l'annonce récente d'un partenariat stratégique entre Jato et Autobiz. Donc Jato, vous connaissez probablement tous, c'est un des meilleurs référentiels, si ce n'est le meilleur référentiel véhicule neuf, le plus complet. L'idée, c'est d'associer justement la qualité du référentiel VN de Jato à nos cotes Autobiz. Donc, on a réalisé qu'on pouvait avoir des offres complémentaires et offrir quelque chose d'assez puissant, de très intégré pour nos clients. Donc, à la fois sur les questions d'identification via le VIN, sur les questions de cotes également et de cotes futures, de valeurs résiduelles, où on a un vrai accostage des deux référentiels. Voilà, donc ça c'est quelque chose, si là ça vous donne une idée un peu des retombées presse. S'il y a des questions liées à ça, vous pouvez nous les adresser ou à vos contacts habituels Autobiz. On sait qu'on a pas mal de demandes autour de ce sujet pour le moment. Donc, je vais laisser Daniel vous présenter l'agenda et ensuite on pourra commencer avec la présentation. Tout à fait. Donc en termes d'agenda pour aujourd'hui, on va très brièvement revenir sur les points à retenir du précédent webinar. Pour celui-ci, on va évoquer donc la situation actuelle sur le marché français et européen. Donc on va voir s'il y a des signes de changement qui sont en train d'arriver. On verra ensuite si ces signaux vont se traduire à moyen terme et quels en sont les moteurs, s'il y a des impacts qui peuvent déjà être remontés. On vous fera ensuite un certain nombre de recommandations qui ne sont absolument pas des obligations ou autre chose. C'est vraiment des conseils qu'on peut vous apporter. Et Jordan ensuite vous présentera une petite conclusion sur les points à retenir de ce webinaire. Je vais laisser Jordan peut-être présenter les derniers signaux, enfin les derniers éléments du webinaire. Tout à fait. Donc là, l'idée, c'était juste de revenir rapidement sur ce qu'on s'était dit la dernière fois et avant de passer du coup au contenu du jour. Ce qu'on a déjà établi pour démarrer l'année et qui reste vrai en fait en avril, c'est que le marché, donc ça vous avez dû l'observer aussi à différents niveaux, le marché en fait se stabilise quand même par rapport à des situations qu'on a pu observer en 2023, 2024, 2025 et encore. Il y a donc une certaine stabilisation, mais il y a aussi une évolution quand même en profondeur et pas mal de micro-mouvements qui continuent à exister, qui sont des micro-mouvements qui, à notre sens, ne sont pas anodins. Donc, en fait, ça, c'est quand on zoome et qu'on regarde un modèle en particulier, vraiment des segments de marché, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de mouvements. Ces mouvements-là, c'est aussi des opportunités qui se créent sur le marché, des opportunités de vendre plus vite, des opportunités de vendre mieux, des opportunités surtout pour contrôler la perte sur les valeurs résiduelles, notamment et principalement liées aux véhicules électriques. Ça, c'est pareil, j'imagine que vous êtes parfaitement au fait
de tout cela. L'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de recette magique pour pouvoir contrôler, on va dire, les pertes sur les véhicules électriques. Et la solution, au moins partielle, c'est au moins de réfléchir au sujet des VR dans son ensemble et de pouvoir aller trouver des opportunités ailleurs pour compenser et limiter en partie la perte via des opportunités de pricing et de repricing. Dans les grands chiffres également, ce qu'on avait montré, c'est qu'il y avait 5 marchés européens qui étaient en croissance, sur les 9 marchés principaux, pardon, qui étaient en croissance à la fois sur le VN et sur le VO en 2025. Ce n'est pas le cas de la France. En VN, on est plutôt sur un recul de l'ordre de 5%. Voilà, donc ça, c'est pour la partie contexte. Et pour la partie contexte sur les BEV en particulier, en Europe, aujourd'hui, la part de marché dans les stocks VO, c'est environ 13%. Daniel pourra le redétailler un petit peu plus tard sur les évolutions. Et il faut garder en tête, en fait, que la France est pile dans le trend européen du point de vue des BEV. Et donc, le challenge lié à ces véhicules, c'est que malgré tout, on a quand même un taux de dépréciation qui est nettement plus élevé que ce qu'on voit pour les thermiques, de l'ordre de 50% de plus que les véhicules thermiques équivalents. Voilà pour les points clés du webinaire. Donc, nous, ce qu'on voulait vous demander, on voulait vous poser une question, on va dire, pour vous faire interagir un petit peu. Donc, on va vous inviter à réagir à cette question. Est-ce que vous, de votre côté, vous voyez des signes de changement? Donc là, on a dit sur le marché auto européen, mais c'est également à votre échelle, plus d'engouement sur un type de véhicule en particulier, des difficultés quelconques. Voilà, l'idée, c'était de récolter un petit peu aussi vos impressions à date. Et vous avez également donc, le lien dans le chat si vous avez des difficultés à accéder. Demande électrique, donc sans grande surprise. Okay. On vous laisse un peu de temps pour réagir. Ok, donc on voit effectivement que ce qui vous vient en premier, a priori, c'est quelque chose lié à la demande de l'électrique. Ça tombe bien, on a préparé les bons slides, a priori. Donc on va pouvoir continuer la présentation et vous dire un petit peu ce que nous, on perçoit côté Autobiz et comment on voit la suite de ces signaux. Je pense qu'on peut passer à la suite. Donc l'idée, c'est, voilà, ce qu'on voulait vous montrer, c'est, donc chez Autobiz, on a quelques indicateurs avancés, comme on les qualifie, qui permettent en fait de détecter des signes de changement et d'évolution assez tôt sur le marché. Et c'est des choses qui nous ont servi par le passé, notamment en 2022, quand on a eu les phases de pénurie en fait liées aux microprocesseurs qui ont créé un effet d'augmentation anormale des prix du VO avec des dépréciations qui étaient anormalement basses. Donc, ce qu'on voit en fait, d'ailleurs, on vous a laissé 2022 pour illustrer ce que je viens d'expliquer, c'est qu'on a eu à l'époque des prix qui étaient revus à la hausse. Donc ça, c'est ce qu'on voit, pardon, j'aurais dû commencer par là, c'est l'activité de pricing et de repricing et l'ampleur de cette activité. Donc, on voit qu'en 2022, en fait, quand des nouveaux véhicules, des nouvelles références arrivaient, il y avait une tendance à avoir un prix qui était plus élevé que les annonces précédentes pour un même véhicule. Donc, cette situation, on ne vous refait pas la chronique, mais elle s'est dégradée en 2023-2024. Ça, on connaît très bien cette situation désormais. Ce qui est intéressant, c'est de voir le début de l'année 2026. On voit qu'il y a une petite tendance à l'amélioration et que, notamment sur le mois dernier, on a un vrai signe. Et c'est en France que ça se matérialise le plus sur les marchés européens qu'on a observé. On a vraiment un signe d'amélioration du point de vue du montant en euros des nouveaux prix. Donc, ce sera quelque chose qu'on va observer de très près sur avril et mai. On pourra vous tenir au courant donc, de ces éléments-là, mais ça nous semble assez être un signe annonciateur de changements structurels prochains. C'est un signe, tout à fait. Est-ce qu'il y a un autre signe peut-être qu'on pourrait regarder, Jordan? Oui, donc on a aussi regardé en fait du côté. Donc l'idée, c'est pas de regarder la demande, mais plutôt l'intérêt avant la demande. Et ce qu'on voit en fait, c'est que quand on se concentre sur les recherches Google, donc vous voyez en fait à l'écran en bleu, c'est les recherches sur la voiture électrique d'une manière générale, et en orange plus spécifiquement sur les voitures électriques d'occasion.
Donc on voit très clairement, vous voyez également qu'il y a une barre qui matérialise le début de la guerre en Iran. Ce qu'on voit, c'est qu'avant la guerre en Iran, on avait plutôt moins de demandes sur du vélo électrique. Et depuis, la tendance a plutôt tendance à s'inverser. C'est-à-dire qu'on a une augmentation sur les deux. On a également un intérêt plus fort sur l'électrique hors VO, mais le VO a même une tendance un peu plus haussière que le VO électrique d'une manière générale. Donc les pics de demande sont vraiment captés par cette dynamique. Ce qu'on peut vous dire aussi pour positionner la France dans son marché européen, pardon, c'est qu'elle est vraiment au milieu de l'Europe avec des marchés plus matures, pardon, notamment au niveau des pays nordiques et des pays nettement moins avancés sur le BEV, qui ne sont pas forcément que des petits pays, et notamment l'Espagne et l'Italie, qui sont nettement plus en retard sur l'adoption des électriques. Tout à fait. Voilà. Alors, donc Daniel, parle-nous un peu des signaux à moyen terme de ces premiers signes sont peut-être annonciateurs de la suite. Est-ce qu'on peut déjà y voir aussi des impacts à moyen terme? Ce qu'on voit déjà à court terme, c'est un impact sur les immatriculations VN. Donc, on sait que tous les marchés sur le mois de mars, pour les marchés européens, ont quand même enregistré des records de part de BEV. Rien qu'en Allemagne, on est à 24%. La France, on a enregistré 28%. Donc, c'est quand même une hausse de 40% par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas négligeable. Par contre, comme dans les crises précédentes, on peut quand même avoir des problèmes liés notamment à des pénuries potentielles. Donc toute la supply chain sur les semi-conducteurs et les batteries peuvent être impactées, surtout lorsqu'on sait que le Qatar est un des gros fournisseurs d'hélium qui alimente toutes ces batteries et ces semi-conducteurs. Donc tout ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement peut avoir un impact potentiel à l'avenir sur l'approvisionnement en tout cas de ces semi-conducteurs. Et puis, a fortiori, il y aura aussi un impact sur le coût et sur le pricing lié au véhicule. Même si l'exposition directe est plutôt faible par rapport à ce qui se passe, l'impact est direct sur les prix du pétrole. Et on sait que non seulement ça a un impact sur le client final, mais ça a aussi un impact sur tout le transport lié à l'approvisionnement de toutes ces pièces. A fortiori, ça aura aussi un impact sur le TCO qu'il faudra bien sûr prendre en compte. Les OEM à terme pourront potentiellement pourront nécessairement prendre en compte ces éléments-là dans leur presse. D'accord, donc ça, c'est les impacts sur le VN. Et côté VO, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Alors, côté VO, ce qui est relativement intéressant, donc là, ce qu'on vous présente, c'est la part des BEV dans les stocks VO, donc avec la moyenne européenne et la moyenne française. On voit qu'en mi-2025, on a eu quand même un gros pic de stock de véhicules électriques en France qui a baissé de façon relativement importante depuis. On voit qu'on est en dessous de la moyenne européenne, donc ça peut traduire un intérêt un petit peu plus soutenu de la part du public français, mais c'est aussi, nous, ce qu'on voit, les forecasts sur cette année prennent en compte aussi un apport important des buybacks de 2022 et 2023. Donc il y a des signes qui sont encourageants, mais qui doivent être monitorés de façon importante dans les prochains mois, et sur tous les profils BEV en confondu. Un autre impact qu'on suit aussi, nous, c'est donc ici, là, vous avez l'évolution de la rotation. Donc, c'est un autre signe encourageant pour la France. Donc, la rotation, c'est vraiment quand une annonce apparaît et disparaît. Un indicateur qui est relativement intéressant pour nous, c'est de voir l'écart entre les annonces électriques versus les thermiques et les MHEV et les hybrides. Donc on voit là que depuis décembre 2025, l'intégralité quasiment des pays européens ont vu leur rotation s'améliorer. Donc c'est-à-dire que l'écart entre la rotation des véhicules thermiques, MHEV, hybrides et électriques s'est réduit.
Donc là, en France, on est parmi les meilleurs élèves, entre guillemets, sur le marché européen. On sait qu'il y a certains pays qui restent relativement en retard, hein, notamment l'Italie et l'Espagne, mais la France a fait un rebond, donc ce qui montre qu'il y a déjà un impact quand même sur le marché du véhicule d'automobile. Donc on a vu un peu hein, ces impacts et je vais essayer, Jordan, peut-être évoquer quelques facteurs qui peuvent aussi influencer tous ces éléments. Voilà, donc l'idée, c'était de vous montrer un peu les premiers signes vraiment qui arrivent le plus tôt, ceux qui sont un peu plus moyen terme, qu'on commence partiellement à voir ou pas, mais auxquels on peut s'attendre dans les temps à venir. Donc ça, on a démarré par les bonnes nouvelles, et après, il y a les nouvelles qui sont pas forcément des mauvaises nouvelles a priori, mais plutôt des choses qu'il faut quand même garder en tête, des éléments beaucoup plus structurels, en fait, qui devront évoluer si on veut vraiment observer une transformation sur le marché du VOPEV et un rattrapage, on va dire, de la performance du thermique. Donc, pour nous, il y a trois éléments essentiels qui viennent directement impacter aussi la valeur résiduelle via la valeur des VO, notamment. Premier point, en fait, c'est un écart sur le niveau de communication et tout ce qui est présentation de l'offre et notamment les offres financières en leasing. Donc, plusieurs éléments en fait, c'est que on a d'une part des OEM qui communiquent donc sur du VN, sur des modèles, etc. et qui captent l'essentiel du marché. Quand il s'agit du VO, les used car locators qui sont mis en place par les OEM en fait ne captent qu'une infime partie du trafic et de la demande, qui sont plutôt orientés vers les marketplaces ou vers les infomédiaires, donc en France typiquement Le Bon Coin ou La Centrale, ce genre de plateforme. Ce qui est vrai également, donc ça c'est plus une histoire de communication, mais aussi d'offres, c'est qu'aujourd'hui les OEM en fait sont plutôt en train de développer des labels VO, des programmes certifiés, ce qui est très bien pour le VO d'une manière générale. Ça amène de la valeur, ça amène une façon de rassurer le consommateur, mais ça a une limite, c'est qu'en fait on va communiquer sur des labels, donc Volvo Select, Spoticar, etc., qui sont des labels larges, qui parfois même couvrent plusieurs marques et ne permettent pas de rentrer en fait à la maille modèle, voire modèle plus type d'énergie, et donc ça donne une visibilité limitée en termes de SIA. Un autre point aussi, c'est que la demande est tirée par le réseau de distribution, avec encore une communication nationale trop limitée de la part des constructeurs sur le VOB. Et on sait pertinemment que pour vendre des VN, il faut aussi s'occuper du VO pour que toute la chaîne puisse fonctionner correctement et que le réseau puisse être profitable et gérer le quotidien. Deuxième point, c'est les incentives, donc les aides tout simplement gouvernementales. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en Europe, alors la France a des ZVN et quelques ZVO, mais on voit qu'en Europe, globalement, on a pas mal d'aides sur le véhicule neuf, nettement moins sur le VO. Quand il s'agit d'avoir les deux, on voit également qu'en fait, le montant moyen des ZVO, donc là, on a fait le calcul, est 3,5 fois inférieur à celui de l'aide sur le VN. Donc, ça montre aussi quelle est l'importance qui est donnée aujourd'hui au VOBEF par rapport au VN, qui n'est clairement pas la cible prioritaire, on va dire, des aides gouvernementales. Troisième point, et alors en France, c'est un peu moins vrai, mais en tout cas, ça, c'est une vérité européenne, c'est que les BEV, en fait, sont surtout, l'électrification est surtout menée par les flottes. Donc en Europe, il faut garder en tête qu'à la fin 2025, on a 28% en fait du mix des bandes flottes qui est électrique contre seulement 19% en private. En France, la réalité est un peu différente. Ça a d'abord été tiré par les particuliers. Et depuis début 2025, on a eu une inversion. Donc, c'est plutôt les flottes désormais qui tirent l'électrification, avec une tendance à se rejoindre sur la fin de l'année 2025. Et tout cela malgré le leasing électrique qui a pas mal dopé les ventes à particuliers. Donc, une électrification qui reste également très inégale en Europe. Donc, la France est vraiment pile dans le milieu, donc 29% contre 28% de moyenne européenne. Là où on a des pays voisins, et notamment la Belgique, qui reste quand même un marché d'export vers la France, qui atteint 55% de ventes électriques. C'est un marché très corporate fleet, donc c'est des véhicules, voilà, c'est des ventes, on va dire, un peu assistées. Et sur l'Italie, on n'est qu'à 7%, alors que c'est quand même un gros marché européen. Donc voilà, dans l'ensemble, ces éléments-là, pour nous, sont
sont quand même des facteurs assez importants. Et ce qu'on rappelle, mais c'est quasiment enfoncer une porte ouverte, c'est que les acheteurs VO aujourd'hui, ça reste quand même des particuliers et qu'il est très important de bien travailler pour susciter leur intérêt sur les VO électriques pour pouvoir à terme en fait amener du plus sur les valeurs résiduelles. Merci Jordan. Est-ce qu'il y a peut-être un autre facteur qui peut influencer la situation? Oui, alors un autre point, c'est le prix du carburant, parce que c'est des choses qu'on entend parfois, mais du coup, on a voulu ici illustrer l'évolution de la dépréciation. Donc là, la dépréciation, c'est vraiment, on observe, nous, la perte de valeur sur le marché des véhicules quand ils vieillissent et avec une loi de roulage classique pour la version. Donc, vous voyez en fait en courbe l'évolution de la dépréciation. La courbe jaune correspond aux véhicules thermiques, la verte aux hybrides et la bleue aux électriques. Et en fond, en bleu foncé, vous avez en fait l'évolution du cours du baril. L'idée, c'était de montrer un petit peu, d'essayer de voir s'il y avait un lien ou pas entre les deux. Il y a plusieurs choses qu'il faut retenir. La première, c'est que même si on a une augmentation assez forte des prix du carburant, elle intervient quand même déjà dans un contexte où, même si en France, ça reste moins bon qu'en Europe, on a une dépréciation moyenne des électriques qui avait tendance à rattraper légèrement son retard sur les autres énergies. Ça reste très marqué, mais il y avait quand même déjà une tendance un tout petit peu meilleure que sur les mois et années précédentes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les prix du carburant, on le voit, ne pilotent pas directement les VR des thermiques. Ça a un impact qui est plutôt indirect via le TCO et qui va venir en fait impacter à terme les valeurs, mais pas de manière immédiate. Ce qu'on voulait vraiment mettre en avant, c'est qu'en fait, en 2022, pour nous, la leçon que 2022 nous a enseignée, puisqu'on le voit ici, c'était la pénurie des semi-conducteurs. La leçon, c'est que on a eu potentiellement des tentations de revoir les forecasts vers le haut parce que les dépréciations étaient anormalement basses, parce qu'il y avait peu de volume pour ces véhicules-là. Et aujourd'hui, on sait que ces véhicules qui rentrent en buyback en 2026 ou qui ont commencé en 2025 sont plutôt des véhicules compliqués à gérer si le forecast était trop haut. Donc notre message, c'est de dire qu'il ne faut pas forcément surréagir aux signaux à court terme, mais plutôt se préparer un plan et avoir tout ce qu'il faut pour anticiper et gérer les VR de manière plus simple. Tout à fait. Ce qui nous amène du coup à une nouvelle question. Donc on aurait souhaité savoir, avant de détailler un peu un plan d'action et des recommandations côté Autobiz, si où en êtes-vous en fait sur vos VR, si vous avez déjà des plans d'action définis ou des éléments que vous mettez déjà en place. Je vous laisse quelques minutes pour prendre connaissance et répondre. Voilà, donc à nouveau, vous avez le lien dans le chat si vous avez besoin pour répondre. On va vous laisser un petit peu de temps. L'idée, c'est de savoir aussi où vous en êtes aujourd'hui, avant qu'on vous fasse un certain nombre de recommandations qui sont ça, c'est un message assez important qu'on voulait passer quand même, c'est que ce n'est pas une leçon, c'est vraiment des choses qu'on vous recommande et basées sur nos observations, sur les discussions qu'on peut avoir avec pas mal d'acteurs sur le marché. Voilà. Et après, ça, c'est des choses aussi, c'est des orientations qu'on pourra détailler individuellement si nécessaire. Vous laissez encore un peu de temps, je pense. C'est bon. Du coup, comme vient de le dire Jordan, ici c'est vraiment des recommandations. Donc c'est pas des recommandations au sens de la BCE qui peuvent parfois paraître comme des obligations. Là, c'est des conseils qu'on peut essayer de distiller. C'est pas quelque chose qu'il faut suivre à la lettre. Je vais pas tout détailler. L'idée, voilà, c'est vraiment actuellement, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être fait, en tout cas, pour dresser un état des lieux de la situation et de l'impact qu'il peut y avoir. Donc, on va commencer d'abord par le thermique. Est-ce que la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit réagir tout de suite et revoir à la baisse les VR sur les véhicules thermiques? Donc, dans un premier temps, hein, l'idée, c'est vraiment de faire un inventaire du portefeuille,
de connaître son mix. Donc, on a vu dans les questions précédentes que c'était des actions que vous avez déjà mis en place. Il faut bien sûr comparer ce mix. L'idée, c'est de comparer ce mix thermique sur le marché VN, savoir grosso modo où on en est. Parce qu'il faut avoir en tête que d'ici 2029 et 2030, ce que nous on considère comme les purs thermiques vont vraiment faire face à une compétition relativement féroce. Donc il y a quand même une considération à prendre d'un point de vue risque. Il faut, de ce point de vue risque, forcément, il faudrait prendre en considération l'impact que ça peut avoir sur les provisions et la potentialité d'un risque relativement accru. Et aussi potentiellement considérer un risque MHEV selon les économies de consommation qui sont annoncées, qui peuvent parfois ne pas être très exactes. Les situations, je ne vais pas toutes les détailler, mais voilà, c'est des hypothèses, des scénarios, selon si les prix des carburants restent hauts, baissent. C'est des conseils qu'on peut vous apporter. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions un petit peu plus précises. L'idée, vous l'aurez compris, c'est d'avoir aussi, donc de démarrer en déterminant un niveau de risque. L'idée, c'est de jouer en fait entre reforecast et du forecast, en se disant on démarre avec du risque et graduellement, on intègre une partie de ce risque en fonction de ce que dit le marché dans les valeurs forecast. Donc, pour pouvoir en fait anticiper et sans avoir d'effet de bord en virant d'un côté ou de l'autre. C'est un peu l'idée Pouvoir les intégrer soulève. au fur et à mesure de l'année selon l'évolution de la situation. Voilà, donc ça c'est pour les thermiques. Donc là, on va suivre le prix du carburant. Est-ce que tu peux nous parler désormais un petit peu de l'électrique, qui est le sujet à la mode du moment? Tout à fait. Alors, l'idée est quand même relativement similaire. Voilà, c'est de faire un état des lieux, vraiment dresser au sein de son portefeuille la composition et le mix BEV. Essayer de structurer les buybacks qui sont concernés sur le BEV. Aussi, prêter attention forcément aux modèles, parce qu'on sait qu'il y a des modèles spécifiques qui peuvent porter un risque accru comparé à d'autres. En termes de remarketing, il y a aussi des éléments qui peuvent aider à sortir du lot, notamment le SOH ou la multiplication des canaux de revente. Essayer aussi de pousser des offres VO sur le particulier, parce que comme Jordan l'a très bien dit, l'offre aujourd'hui, le client principal en VO pour du BEV, c'est du particulier et c'est lui qu'il faut amener sur le devant de la scène. L'idée aussi, c'est de suivre forcément son mix VNVO et l'évolution des stocks de façon générale et de prendre en compte le risque actuel dans des potentielles provisions qu'il y aura à terme. Juste un petit commentaire pour compléter ce que Daniel vient de vous présenter. L'idée, en fait, c'est aussi mais ça vous le faites probablement, mais quand on dit par exemple les buybacks, est-ce qu'ils sont lissés ou concentrés, l'idée c'est de bien commencer d'office à anticiper des éventuels retours de leasing électrique. Vous êtes beaucoup à en avoir. Savoir quand est-ce qu'ils vont rentrer, puisque ça, c'est des choses qui vont directement affecter l'ABR. Pouvoir peut-être étaler certains si c'est possible. Et donc, tout ça, l'idée, c'est vraiment d'avoir un diagnostic complet, donc le plus complet possible pour les BEF, puisqu'il est plus compliqué à mener aussi, et de se donner toutes les chances de vendre le véhicule le plus vite possible. Le vendre le plus vite possible, ça veut dire aussi le vendre à un prix de marché. Donc ça, c'est un peu le message sur le pricing VO, c'est de se dire, oui, il y a une valeur de buyback qui existe, oui, potentiellement, elle est très au-dessus de la valeur de marché, mais il y a peu de chances en fait que la valeur de marché augmente vraiment sensiblement vers le haut. Donc, il arrivera un moment où ce sera de toute façon un sujet. La seule question, c'est est-ce qu'il faut vraiment porter le véhicule en stock pendant 300 jours avant de le sortir de toute façon à un prix bas. Je vous rends la parole. Tout à fait, non, tout à fait. Cette rétention peut aussi avoir un coût qui est au final plus important que de vendre le véhicule un certain temps. Une dernière question qu'on se pose sur les VRBEV, c'est bien sûr de savoir si, au vu de ce qui arrive sur le marché, certains véhicules pourraient bénéficier en tout cas d'une revue à la hausse.
Donc, on parle notamment de la nouvelle génération des BEV qui arrivent. Vous êtes non sans savoir que les nouvelles BMW i3, iX3 notamment, arborent des architectures technologiques qui sont poussées avec des autonomies qui sont supérieures à 800 km. Et il y a aussi BYD qui arrive en force avec ces éléments de recharge. Donc, on a quand même de la recharge qui est plus rapide, ou aussi rapide tout du moins, que de mettre un plein. On voit aussi, nous, un intérêt, enfin en tout cas une prise de commande qui s'accélère réellement sur ces typologies de véhicules-là. Pour nous, il n'y a plus trop de barrières à l'adoption, en tout cas du véhicule électrique, ce qui peut permettre à terme quand même des valeurs résiduelles un petit peu plus ambitieuses sur ces typologies-là. L'idée, du coup, c'est pas non plus de délaisser les véhicules avec des technologies dites un peu inférieures, mais voilà, il y aura, comme l'a évoqué Jordan, il y aura vraiment un aspect prix qui sera très très important et qui sera un argument vraiment principal pour essayer de vendre ces véhicules-là et pas voir des pertes de VR importantes. Alors tout ça aussi, ça dépend des segments, Bien etc. sûr. Mais là, on voit que c'est par le haut qu'on commence à voir ces nouvelles technologies arriver. Donc ça, c'est plutôt pour les premium allemands. Et après, effectivement, il y a les Chinois qui viennent en continuer du coup à amener une offre un peu en rupture. L'idée, c'est que quand effectivement on a une offre en face qui potentiellement sera un peu en retard, ça va amener à des repositionnements prix éventuellement qui risquent d'arriver dans les temps à venir. Tout à fait. Donc peut-être sur les conclusions, Jordan, qu'est-ce qu'on doit tirer en tout cas de ce webinaire? Alors, à date, ce qu'on voulait vraiment vous montrer à travers nos slides, c'est qu'on commence à voir vraiment peut-être le début d'un choc, mais en tout cas, donc on a voulu avoir une formulation un peu percutante, mais on voit qu'il y a des changements en tout cas. Ça commence à être visible, les signes avancés sont là, les signes un peu plus moyen terme commencent à être là également, pardon. Mais on voit quand même que l'impact, il mettra un petit peu de temps à arriver malgré tout. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va devoir suivre, en fait, là, dans les temps à venir. Je pense qu'il faut commencer à se préparer sans rentrer dans un mouvement de panique. D'autant qu'on l'a vu, donc, pour différentes raisons et sur différents aspects, les marchés VN et VO ne réagissent pas à la même vitesse. Pour autant, il faut vraiment regarder les deux en même temps et avoir un peu une logique d'ensemble. En Europe, on a des dynamiques de marché qui restent assez différentes. En revanche, la France est un peu le pays européen type en termes d'adoption de VEV et de mouvement. Donc, la seule chose qui n'est pas encore typique, c'est les dépréciations des VEV qui sont quand même très fortes et qui sont plus fortes que la moyenne Europe. Donc, je pense que l'idée aussi, c'est de se dire qu'on va devoir, en 2026, continuer à avoir une approche plus prudente sur le BEV, commencer à éventuellement penser à une opportunité ou en tout cas à enrayer la baisse, mais il ne faudra pas tomber dans les travers de la panique et donc se dire que ces mouvements-là, on va devoir tout de suite les intégrer dans le Harvey setting. C'est a priori, en tout cas chez Autobiz, pas l'orientation que nous prendrons sur l'année qui arrive. Voilà, donc ça c'est pour le mot de la fin. Évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à les adresser directement dans le chat. Vous pourrez également nous contacter a posteriori pour toute question, demande de précision, etc., comme d'habitude. Voilà, j'espère que le contenu vous a convaincu. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. On a plusieurs. Ok. J'en vois une. Donc, effectivement, bon, la question, c'est sur la gestion des VR, savoir si effectivement on peut aider dans ce processus. Bon, la réponse, c'est évidemment que oui. Donc, ça, vous pouvez rentrer en contact avec nous aussi pour redétailler, suivre le marché. Donc, ça, on peut aider sur cette partie-là. Un point quand même qui est un point de contexte que je voulais quand même souligner sur la partie France, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie tendance à l'accélération des demandes côté concessionnaire pour faire du reforecast. Les concessionnaires sont particulièrement exposés au risque puisqu'on a quand même beaucoup d'offres de financement avec du buyback réseau et on voit qu'il y a une vraie demande en fait d'évaluation du risque.
pour savoir en fait où se situent les portefeuilles. Et ça, c'est quelque chose depuis, on va dire, la moitié de l'année 2025 qui s'est vraiment fortement, qui a eu tendance à vraiment fortement accélérer chez nous. Donc, ça, voilà, c'est quand même des signes que il y a une inquiétude existante sur le marché et il faut suivre un petit peu les VR dans le temps. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, pas tant. Soit on a été très clair, soit, soit on a un peu de timidité également. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous les adresser après. On reste à votre disposition et puis on vous remercie. Oui, pardon, on me rappelle dans l'oreillette qu'on vous envoie le replay, donc vous aurez tous les éléments aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément détaillé tous les slides. Si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à nous les adresser. Et nous vous remercions pour votre participation aujourd'hui et on espère vous revoir bientôt. Merci. Bonne journée, au Bonne revoir. journée.